radio libre en Périgord. L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. C'est devenir un gros connard, fermé à tout témoin de rien. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées. On sait plus comment s'orienter. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'Alternative, nouveau format d'émission où on interroge les gens sur leur vision du changement de société. Aujourd'hui, nous avons un invité, Jean-Paul Quentin, qui est coprésident de la monnaie locale Le Trèfle. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Aujourd'hui, le thème de l'émission, ça va être sur les monnaies locales et le rôle qu'elles peuvent avoir pour le futur et le rôle qu'elles ont actuellement. Alors en quelques mots... Donc Jean-Paul, est-ce que tu peux te présenter rapidement en 2-3 lignes, qu'on comprenne comment tu arrives au trèfle? Alors, d'abord, j'ai 62 ans. J'ai été professeur, j'ai été inspecteur technique à France Télécom. J'ai un bagage scientifique, mais ça fait depuis 30 ans que je m'intéresse aux alternatives financières. J'ai aussi monté les CEL, les systèmes d'échange locaux, il y a une trentaine d'années. Et donc ça m'a permis d'obtenir une certaine expérience, on va dire, de terrain sur les initiatives alternatives d'échange, on va dire. D'accord. Comme ça. Bon, on voit un petit peu plus comment tu en arrives là. Donc tu as un parcours scientifique, tu étais prof de mathématiques, tu m'as dit. Oui, initialement, enfin j'ai été pas tout à fait initialement, puisque j'ai commencé par l'électronique et France Télécom, mais j'ai passé très vite le CAPES de mathématiques et j'ai enseigné les mathématiques pendant quelques années, oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'argent? Ah, vaste question. Quelqu'un a-t-il vraiment la réponse? C'est un gros mot ou pas? Pour moi, non. Je dirais l'argent, ça me fait penser déjà au métal argent. Et l'argent, je dirais que c'est un reflet. Le métal argent est utilisé pour les miroirs, il est utilisé aussi pour les bandes magnétiques. Donc, quelque part, je dirais qu'il nous renvoie à une image de nous-mêmes. Mais au-delà de cette métaphore un peu alchimique, on va dire, puisque l'association argent et métal et argent finance, c'est un peu une notion comme ça, un peu ésotérique, on va dire. Écoute, c'est pas compliqué. L'argent, c'est quoi? Ce que c'est devenu, en fait, parce que pour finir, pas très longtemps, l'argent, c'était un avoir, c'était du métal, c'était quelque chose qu'on pouvait toucher. Et en l'espace de, quelques décennies, on se retrouve avec un argent qui n'est plus qu'une convention sociale entre un groupe d'individus qui se met d'accord sur la valeur des choses et qui utilise un médium qu'on appelle argent. D'accord. Ouais, en préparant l'émission, tu m'expliquais, tu mettais en avant que l'argent, en fait, c'était une information. Tout à fait. Est-ce que tu peux approfondir? Une information, c'est un outil de mesure de la valeur, mais cet outil de mesure de la valeur, c'est une convention sociale pure. Cette convention sociale pure, d'ailleurs, l'argent n'existe qu'entre des individus. L'argent, un individu tout seul qui aurait de l'argent, il n'aurait rien, parce qu'en fait, l'argent, ça sert essentiellement à acheter. Et si vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas acheter à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, en fait, cette notion d'outil de mesure, alors c'était intéressant parce que vous avez un type qui s'appelle Michael Linton qui a fondé les CEL. Et il disait ne pas avoir assez d'argent, c'est comme ne pas avoir assez de centimètres, puisque l'argent étant un outil de mesure, c'est comme si on n'avait pas assez de mètres pour mesurer les distances. C'est ridicule. L'argent, on en a autant qu'on veut puisque c'est une convention. Et ça, c'est déjà une idée intéressante, c'est de sortir de cette idée de la rareté qui est liée au fait qu'avant, effectivement, on réduisait l'argent à de l'or, à un métal précieux, à un avoir bien défini. Mais c'est plus le cas. Et c'est clairement plus le cas. Et c'est, de mon point de vue, une bonne chose. Et du coup, quelle différence il y aurait entre l'argent et le troc? L'idée de fond dans ma question, c'est que l'argent, elle se régule, elle met en avant une échelle de valeur. Justement, dans le troc, c'est un échange de produits ou de services.
Et donc, en fait, la notion de valeur est quasiment secondaire. Elle intervient en comparant les choses. J'ai des pommes et je veux que tu me fasses de l'électricité, par exemple, faire mon installation. Donc, c'est comment on va faire le rapport entre ces deux choses qui n'ont rien à voir. Et le troc, en fait, c'est d'abord un rapport entre deux individus, d'amitié ou d'utilisation, on va dire, de l'autre. C'est en fonction de la personne qui a besoin. Si elle a vraiment besoin de quelque chose, elle a vraiment besoin de manger, elle pourra donner plus de valeur aux choses, etc. Mais cette notion de valeur, c'est d'abord un rapport d'individu dans le troc. On n'est pratiquement plus dans le troc. Actuellement, on est dans une société. Cette société, en fait, pour 99% des choses, c'est pas toi qui fixe la valeur. Elle est fixée par le collectif. Il y a des choses qui échappent à ça, et d'ailleurs, lorsqu'on échappe à ça, lorsqu'on échappe au collectif, c'est-à-dire à la valeur, maintenant qu'on appelle dite la valeur du marché, on s'aperçoit qu'il y a d'énormes variations. Vous allez à Emmaüs ou vous allez dans une recyclerie pour voir la valeur des objets. Vous pouvez avoir un rapport de 1 à 5 sur certains objets en fonction des besoins. Par exemple, moi je vois une recyclerie à côté de chez moi, ils vendent des canapés cuir à 30 €. Bon, vous allez chez un magasin de meubles, vous avez ça pour la même chose pour 2 000 €. Vous voyez le rapport de valeur ? Ouais. Pourquoi ? Il y en a un, c'est parce qu'il n'y a plus de place. Il ne peut plus stocker. Et ça prend de la place, les canapés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais. Et donc, lorsque vous avez des choses, même qui ont de la valeur, mais que vous ne pouvez pas les garder, voilà, vous préférez les vendre, même pour pas cher. Donc, en fait, voilà, cette notion de valeur, et la notion de valeur de marché, et la valeur, lorsqu'on est sur les secondes mains, on a des variations, des écarts de prix qui sont phénoménales. Ce qui veut dire que, dans l'idée, la valeur, elle fluctue. Énormément. Selon l'offre et la demande. Toujours. Ok. À l'inverse d'avant, quand on battait monnaie, on avait une pièce d'argent, ça ne fluctuait pas, vu qu'il y avait de la même quantité. Si, parce que si, ça fluctuait, mais dans une moindre mesure, et l'échelle des marchés était beaucoup plus petite. Là, le problème, c'est que pour des produits comme les cartes, les micro-cartes SD que vous avez dans votre téléphone, vous avez un marché mondial de 8 milliards d'individus, et on peut dire que les prix au Zimbabwe ou à Paris, c'est quasiment les mêmes. Et ça, c'est une nouveauté aussi dans l'histoire de l'humanité. Ouais. Je reviens sur l'idée d'information que représente l'argent. Tu me disais en préparant l'émission que la liberté, elle va avec l'anonymat. Ce que je disais, c'est que dans l'esprit républicain, plus on a des responsabilités, plus on rend des comptes. Et que lorsque on désanonymise un système de valeur, d'argent, de comptage. C'est souvent la personne qui gère l'argent qui aura l'information sur les autres. Et là, on a une interversion de l'esprit républicain, puisqu'on va avoir un énorme pouvoir, parce qu'en fait, connaître actuellement, dans notre société actuelle, connaître l'ensemble, l'intégralité de tes achats, c'est un pouvoir énorme sur toi. L'argent, c'est une information qui circule. Lorsqu'on passe de l'information, de l'argent numérique, or, la plupart des achats en volume se font avec de l'argent numérique, carte bancaire. Cet argent est tracé à la fois dans l'origine et le destinataire, mais aussi la date et l'heure. Il y a une chronologie. Voilà, c'est un problème. En tout cas, il y a une transparence extrême qu'on n'a jamais pu avoir dans nos sociétés jusqu'à présent, qui est possible. Et ça, c'est une révolution dont on ignore les conséquences. Ah oui. Mais jusqu'à présent, cet argent était confiné aux banques. Enfin, cette information sur l'argent des gens était confinée aux banques. Il peut y avoir plusieurs banques. Tu peux avoir toi-même plusieurs banques. Donc, tu peux répartir tes informations et chaque banque aura qu'une information partielle et c'est une forme de sécurité aussi. Ouais, malin. Ouais. Oui, du coup, tu relis là l'organisation autour de l'argent avec la surconsommation ou une consommation provoquée par des gens qui ont ces informations-là. Actuellement, la réalité, c'est qu'effectivement, cette information qui est collectée par les banques, elle est revendue à ton insu. Elle est anonymisée, mais voilà, tu vas avoir des clients qui vont te dire, des assurances ou des développeurs de nouveaux produits qui vont te dire, voilà, est-ce que sur cette région-là, vous avez un marché avec des gens qui ont au moins CSP+, 2500 € minimum de revenus, moyens, etc. Voilà. Et ils vont vous dire, là, ici, c'est possible, là, non, là, c'est pas possible, etc. Et donc, ces données-là sont quand même déjà commercialisées et permettent de profiler et permettent, au bout du compte, lorsque tu dis que tu habites dans une zone et que tu souscris un contrat d'assurance, en fait, ton prix va varier, tu ne le sais pas, mais en fait, tu es déjà passé dans une moulinette qui va dire qu'on estime que tu coûteras
plus cher l'assurance si tu habites là, etc. Un peu comme l'algorithme 2 là, qu'il y a sur YouTube qui te propose des Exactement, vidéos. des produits. Donc tout ça s'est développé. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça a explosé sur les 20 dernières années. Hein, c'est lié au développement de l'informatique, du stockage, du traitement et l'analyse numérique. D'accord. Parce que, bon, on peut dire que ça existait avant, hein, mais c'était marginal. Et là, du coup, le danger, en fait, d'avoir l'accès à des informations qui te concernent, qui me concernent, elle n'est pas seulement pour le commerce. Il y a aussi, si tu as des dépenses qui sont un petit peu, on va dire, en société, pas dans les bonnes mœurs. On l'a vu au Canada lorsqu'il y a eu la grève des camionneurs. Le gouvernement s'est permis de demander le blocage des comptes des gens qui soutenaient les camionneurs. Oui, tout à fait. Là, on était déjà dans l'action politique de vouloir détruire économiquement des gens qu'on considère comme opposants. Ouais. Et bon, le Canada n'est pas considéré comme une république bananière, hein, jusqu'à présent. En tout cas. Mais voilà, donc tout ça pour dire que c'est un vrai problème, c'est déjà un problème. Ouais. Hein, et c'est clair qu'en développant et en regroupant ces informations, et c'est le cas, on en parlera peut-être de l'euro numérique, puisque l'euro numérique propose en fait de chanter les banques et de centraliser cette information, là on passe à un niveau du dessus quand même. À l'ère industrielle du don d'informations et de la diffusion d'informations. Oui, avec une masse considérable d'informations traitées, mais la possibilité au pouvoir central, en tout cas au pouvoir qui maîtrise cette information, d'accéder instantanément à l'individu qui lui pose problème. Et de le neutraliser au moins financièrement, ce qui est quand même gênant, parce que si on te bloque tes comptes, c'est quand même une grosse difficulté que tu dois affronter. Voilà. Dans l'argent qu'on a en société, c'est des conventions sociales, ça s'entend très facilement. Est-ce qu'il y a des points positifs quand même à avoir ces conventions sociales ? D'abord, il faut rappeler aux gens, à nos auditeurs, n'est-ce pas, à nos nombreux auditeurs, que on pense trop souvent l'argent, achat, produit, service. Bon, il faut savoir qu'actuellement, au niveau du volume, je parle du volume des transactions commerciales, l'essentiel de l'argent sert à acheter des titres. Il ne sert pas à acheter ni des produits ni des services. RLP. Radio libre en Périgord. Alors ce qui nous sauve, entre guillemets, c'est que cet argent qui sert à acheter des titres reste en permanence dans sa sphère, dans l'achat de titres. Mais on peut dire que sur 100 € dépensés, il y en a 99,99 centimes qui sont achetés pour acheter des titres. Et il y a 0,01 euros qui... Oui, parce que là, avec le développement des bourses, des titres, mais même toi, tu t'apercevras que lorsque tu achètes une maison, tu en achètes, dans ta vie en général, on achète une, voire deux maisons, l'achat d'un titre en volume, ça représente quand même des sous. Donc, ça c'est une chose, l'achat de maison pour le particulier, en général c'est le gros achat de sa vie, mais pour les gens qui ont des portefeuilles boursiers, voire des assurances vie, puisque là, à ce moment, ils délèguent à la banque la gestion de leurs fonds, mais ça revient au même. Au bout du compte, on finit par acheter et vendre des actions sur les marchés mondiaux. Et là, avec le trading haute fréquence, on est sur des achats, des millions, des milliards qui circulent en une fraction de seconde. Donc, voilà. D'accord. Donc, entre ces sphères-là que sont notre consommation et les sphères des titres, de tous ces investissements-là, il y a un vase communicant entre les deux ? Il y a un risque, en fait, il y a une porosité. Alors, il y a un fossé. Oui, il y a un fossé. Il y a un fossé. C'est clairement, il y a un fossé. D'abord, les gens... Pour moi, alors c'est une vision personnelle, mais enfin, vous m'invitez pour entendre mes visions personnelles. Ouais. Je dirais que la sphère boursière est une espèce d'arène ou un stade de sport où le sport, c'est de la finance. Et chacun cherche à être le meilleur. Et donc, en fait, il y a une lutte pour prendre le contrôle de sociétés, etc., qui vont permettre de créer un chiquier. Les gens passent leur vie là-dedans et ils sont dans une bulle. Dieu merci, avec cet argent théorique, qui reste un argent théorique, puisque si vous regardez les actifs boursiers,
ils augmentent beaucoup plus vite que, Dieu merci, que le prix de votre fromage que vous achetez sur le marché ou de votre pain que vous achetez chez votre boulanger. Enfin bref, il y a une stabilité des denrées de base qui n'a rien à voir avec les actifs boursiers qui, eux, ne font qu'augmenter et de manière énorme. Donc il y a bien séparation de ces choses-là, et c'est vrai que si ces millionnaires ou ces milliardaires arrivaient brutalement sur un marché et décidaient d'acheter toute la nourriture, ce qui est tout à fait possible, voilà, ça ferait ponctuellement une inflation, voire une famine, je ne sais pas. En tout cas, voilà, en tout cas, ça serait possible. Mais pour eux, si la plupart de la nourriture se détruit au bout d'un certain temps, et les céréales durent un peu plus longtemps, mais sinon, il y a des dates de péremption. Bon, en fait, ça n'a aucun intérêt pour un milliardaire de manger 1 milliard de fromage. Ah ouais. Voilà, Bon, je pensais qu'il y avait à part perdre de l'argent. Je pensais qu'il y avait déjà une espèce de mainmise de la part de ces millionnaires sur tous ces marchés. Ok. Et du coup, ça veut dire que les banques, quand on lit un peu les actions des banques, il y a des banques d'affaires, il y a des banques pour ton compte courant, il y a tout type de banques. C'est quoi le... Alors, le problème de la France, c'est que les législations qui devaient séparer ces banques d'affaires, donc qui ont un métier qui serait spécialisé sur les placements boursiers, et les banques de crédit qui vous font un crédit pour acheter votre voiture ou pour acheter votre maison, cette séparation n'a pas eu lieu. Ce qui veut dire, un point très important, c'est que vous ne pouvez pas, lorsque vous mettez de l'argent dans une banque, il faut rappeler que lorsque vous mettez de l'argent dans une banque, et tout le monde a de l'argent dans une banque, la plupart des gens, parce qu'en fait c'est commode, c'était pour utiliser facilement votre argent. Cet argent ne vous appartient plus à partir du moment où il est dans une banque. Et lorsqu'il est dans une banque, cet argent il appartient à la banque, et la banque l'utilise pour faire des placements financiers. Et vous n'avez pas la maîtrise de ces placements financiers, quoi qu'on en dise, voilà, quelle que soit la communication, des placements éthiques, éco-responsables, etc. En fait, c'est de la com. Voilà, il faut être clair là-dessus. Il y a peut-être une banque éthique, à mon avis, qui sort du lot, c'est la NEF, la Nouvelle Économie Fraternelle, qui est une toute petite banque, qui a d'ailleurs beaucoup de mal de vivre, qui est française, qui est la seule banque d'ailleurs qui publie l'intégralité de ses prêts. Elle ne fait que du prêt à des particuliers qui respectent l'éthique qu'elle s'est fixée et qu'on peut consulter. Donc il y a transparence et elle s'interdit la spéculation sur les marchés financiers. Ah oui. Et du coup, ça m'amène à la question sur les marchés financiers. Eux, comment ils pourraient en fait rentrer sur le... Est-ce qu'ils pourraient d'ailleurs rentrer sur le marché, comme tu disais, ils ne le font pas, l'alimentaire, tout ça, c'est pas intéressant pour eux, parce que c'est périssable, ok, ça s'entend, mais est-ce qu'ils pourraient, eux, prendre le contrôle de tout notre marché de consommation, et en fait, faire le jeu qu'ils font dans leur sphère d'investissement? Est-ce qu'ils pourraient faire la même chose Alors, historiquement parlant, il y a déjà quelque chose qui va dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle les centrales d'achat pour les grandes surfaces. Il y a eu une fusion considérable des centrales d'achat et en fait, ça crée d'ailleurs une pression sur le producteur terrible. Le producteur semi-industriel, il a le choix entre 2 ou 3 centrales d'achat et si on lui ferme les portes, il se retrouve avec des produits qu'il ne peut plus vendre. Voilà. En production semi-industrielle, une grosse production. Voilà. Après, si vous faites de la ferme, de la vente à la ferme, c'est sûr, mais on n'est pas sur des volumes qui sont comparables. Et actuellement, il faut être clair, il faut être lucide, on ne peut pas se passer des hypermarchés. Dans les zones urbaines, ça serait impensable. On ne peut pas tous aller chasser le chevreuil dans la forêt. On ne peut pas tous aller dans les AMAP du jour au lendemain. Non, c'est pas possible, il n'y aura pas la production, ça ne suivra pas. Donc voilà, donc il y a un modèle à transformer progressivement et donc je pense que pour revenir modestement au trèfle et à la monnaie locale, c'est quelque chose qui aide. C'est d'ailleurs défini dans la loi comme une monnaie complémentaire qui ne s'oppose pas à l'euro, mais voilà, qui permet de renforcer de manière assez structurelle le tissu local. On va y venir, on va faire une petite pause avant avec un groupe qui s'appelle Scred Connection et le morceau c'est Monnaie Monnaie.
RLP. Radio libre en Périgord. Y'a ceux qui bossent dur, ceux qui bossent pas, et t'en connais. Mais dans ce monde, on pense tous monnaie. Ceux qui trafiquent les petits cailles depuis les gros bonnets. Car en vrai, on pense tous monnaie. Y'a ceux qui vivent bien et ceux qui au bonheur ne sont pas abonnés. Mais dans le fond, on pense tous monnaie. Y'a les comptes en Suisse et les braqueurs de crédit lyonnais. Comment veux-tu que je me taise? Y'a que du béton, des murs de ciment, peu de sentiments. On vit à plein dans peu de centimètres. Mais comment s'en tirer sans séquelles et surtout sans mal? La vie c'est cher et de nos jours t'as pas grand chose pour 100 balles. La route est longue, je rêve quand même d'or et de platine, de belles voitures et de blondes à forte poitrine. Monnaie, car y'a trop de gens qui en manquent. On rêve de s'en sortir, remplir les comptes en banque. Y'a trop de belles choses autour de nous qui nous appâtent. On est tous des inconnus, on veut tous gratter sans patate. Tous dans l'attente, dans un monde où tout s'achète. L'argent c'est dur à gagner si t'es pas vedette ou athlète. Je veux pas le nier. Regarde par la fenêtre, on court tous pour la monnaie. Illicite ou honnête, chacun son approche face au billet. Ici on situe à la tâche même, 10 à la race, à 12 piges, suivi pour vol à l'arrache. Ils demandent d'où nous provient la rage. On veut le cash mec, le truc qui rachète toi et tes flics. Mais où tu le caches merde, c'est la cata. Ils veulent nous voir plus bas que tête. On se gratte comme des crétins mais ça colle pas à notre caractère. On a la patate, les crocs et les bagages. Au micro on se propage, je balade sur de véritables thèmes. On s'impose tel quel, nous nos dégaines d'arnaqueurs. On veut la monnaie, on sort des couplets de braqueurs. Y'a ceux qui bossent dur, ceux qui bossent pas, et t'en connais. Mais dans ce monde, on pense tous monnaie. Ceux qui trafiquent les petits cailles depuis les gros bonnets. Car en vrai, on pense tous monnaie. Y'a ceux qui vivent bien et ceux qui au bonheur ne sont pas abonnés. Mais dans le fond, on pense tous monnaie. Y'a les comptes en Suisse et les braqueurs de crédit lyonnais. l'argent appelle l'argent, les gens sont odieux quand t'es fauché. La dégaine peut soigner le regard lointain, l'air effarouché. Sur les pliés j'ai louché, plutôt que me toucher, me gratter le cul. Je me suis dit Mourad faut leur tomber dessus. Et ce sens et su sans courbette, rester digne, fier. Même si pour se préserver faut croiser le fer. Je préfère éviter les compromis qui ne sont pas mon avantage. L'appétit grandit comme quand on prend de l'âge. On passe pour des sauvages, on a faim. Sûr qu'on veut notre part du butin avant la fin. Pas avoir à justifier sur nos agissements au poste. Je veux que dans la rue de jolies jeunes filles m'accostent. Y'a ceux qui bossent dur, ceux qui bossent pas et t'en connais. Mais dans ce monde, on pense tous monnaie. Ceux qui trafiquent les petits caïds depuis les gros bonnets. Car en vrai, on pense RLP. Y'a ceux qui vivent bien et ceux qui ont De retour sur RLP avec notre invité Jean-Paul Quentin, donc, qui est co-président du Trèfle, une monnaie locale qu'on a en Dordogne. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une monnaie locale ? Oui, tout à fait. Et à quoi ça peut servir ? Alors, d'abord, donc qu'est-ce qu'une monnaie locale ? Donc la monnaie locale, elle est définie par la loi du 31 juillet 2014, dite loi de... comment il s'appelait ce ministre qui a fait Génération S ensuite ? De Benoît Hamon, merci de me souffler. De Benoît Hamon, loi dite Hamon. Oui, sur l'économie sociale et solidaire, qui a un article sur la monnaie locale. Et donc, qui rend cette monnaie locale légale. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que je ne suis pas sûr qu'une bonne partie des pays européens aient cette possibilité-là. Donc, nous, légalement parlant, grâce à Benoît Hamon, nous avons la possibilité de faire des monnaies locales qui sont encadrées par la loi. Donc, les principes, c'est de dire que, voilà, si vous faites une monnaie locale, vous avez forcément une parité entre la monnaie, l'unité et l'euro. Et en plus, pour garantir qu'on ne fasse pas une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que les gens qui organisent cette monnaie prennent l'argent en euros et se tirent, cet argent doit être déposé sur un fonds à part, un fonds garanti, un livret. Et donc c'est le cas pour le trèfle, la monnaie locale qui a été créée en fin 2016, début 2017, donc tout l'argent qui lui est confié donc, est posé sur un livret, le livret nef, voilà, qui est ce qu'on appelle le fonds de garantie. C'est-à-dire que tout argent, tous les trèfles qui circulent, on a une équivalence de 1 pour 1, ce qui n'est pas la loi. Nous, on va au-delà de la loi, puisque la loi propose une couverture de 90%. Rappelons que les banques, eux, doivent avoir une couverture de 7 à 8%. Hein. C'est quoi une couverture ? Une couverture, c'est lorsque vous faites circuler une certaine somme d'argent. Hein, c'est le cas pour les banques lorsqu'elles créent du crédit. Elles font circuler une certaine somme d'argent. Elles sont censées avoir un actif qui compense les pertes possibles. Nous, en tant que monnaie locale, nous ne sommes pas des organismes de crédit. D'accord. Ah, oui. Nous sommes uniquement un système de comptabilité avec une monnaie qui a ses caractéristiques spécifiques
Et la première des caractéristiques, c'est qu'elle doit être fonctionnelle sur un territoire déterminé. Donc là, le trèfle, c'est sur quel territoire? La Dordogne. Que la Dordogne, il n'y a Oui. pas d'autres trèfles Non. Il pourrait y avoir d'autres monnaies locales, mais en tout cas, chaque monnaie locale doit définir son territoire de prédilection. Et une grande partie des monnaies locales sont à des échelons départementaux, ou sur des, voilà, et surtout en zone rurale. Un département, c'est 300 000, 400 000 habitants en Dordogne. Bon, ça représente une collectivité suffisamment large pour une expérimentation, on va dire, de monnaie locale, sachant que la monnaie locale, lorsqu'elle s'installe sur un territoire, elle touche souvent qu'un petit pourcentage de personnes. Et voilà, et pour qu'une monnaie locale marche, c'est bien qu'il y ait 1000, 2000 utilisateurs. Faut quoi d'autre? Pour la rendre légale d'après la loi Pour la rendre légale, il faut d'abord une association qui a comme unique objet la gestion de cette monnaie locale. Ça a été un problème pour pas mal de monnaies locales qui étaient aussi dans des visions pédagogiques, qui voulaient faire de la sensibilisation, des conférences, des choses comme ça, des films. Et l'association de monnaie locale ne peut pas avoir, en tout cas, une activité importante à ce niveau-là. Ponctuellement, oui, mais... voilà, c'est juste un système de comptabilité. On ne peut pas faire d'argent, en fait, sur la monnaie locale. Alors, chose très importante, la chose la plus importante, c'est qu'on ne peut pas faire de crédit, parce que c'est la tentation. Pour parler du trèfle, on a à peu près 40 000 € en caisse. Bon, quelque part, on est les seuls à décider de cet argent. Pourquoi pas le prêter à quelqu'un, voilà. Là, on prendrait le risque. Quand tu dis en caisse, c'est ce que le fonds de garantie. Donc, c'est l'ensemble des trèfles, ce qu'on appelle le trèfle, qui est l'équivalent d'1 euro, qui circule sur le territoire de la Dordogne, entre les commerçants qui veulent bien l'accepter. Donc, ça représente 40 000 € actuellement. Cet argent est bloqué sur un fonds de garantie qui est le livret nef, puisqu'on a bien évidemment cherché à respecter nos principes éthiques pour que l'argent qui nous soit confié soit cohérent avec nos valeurs. Est-ce que le trèfle, quand tu dis un trèfle, c'est équivalent à 1 euro? Oui, c'est la loi qui l'oblige. Alors, si l'euro il baisse par rapport au dollar, le trèfle aussi? Oui, tout à fait. D'accord. Il suit, c'est l'euro. C'est le jumeau de l'euro sans être tout à fait. Alors, au niveau européen. Et d'ailleurs, on va dire que ça fait partie des critiques qui nous sont adressées par rapport aux gens qui estiment que voilà, il y a de l'inflation, tout ça. Oui. D'un autre côté, pas tricher. C'est-à-dire, elle est fixée indépendamment de nous et voilà. Ouais. Et en plus, elle est reconnue par l'État. Ça, c'est un point essentiel. Parce que lorsque vous avez une monnaie qui n'est pas reconnue par l'État, c'est le cas des CEL, les systèmes d'échange locaux, si vous n'avez pas de problème, tout va bien. Et si vous avez des problèmes, notamment un problème juridique sur, par exemple, une transaction qui serait contestée par une des personnes, c'est le juge qui intervient. Lorsque le juge intervient, c'est lui qui va fixer la valeur des choses. Et on peut trouver comment il se calibre? Oui, ils ont des abacs. Après, il reste toujours l'appréciation de la personne qui vient faire la mesure et qui reste, souvent sans contradicteur. Et lorsque c'est un camp ou un autre, on obtient des appréciations qui sont fort différentes sur la valeur. C'est pour ça que lorsqu'on repasse dans la sphère euro, outre le fait qu'on peut avoir une prise plus importante sur les acteurs économiques, parce que, évidemment, c'est un vrai problème, cet argent alternatif des CEL, lorsqu'il est utilisé par des professionnels, en fait, ils sont un peu coincés, ils ne peuvent pas l'utiliser. Tandis qu'avec la monnaie locale, il n'y a pas de problème. On ne peut pas leur dire, non, vous avez trafiqué les valeurs, ils ont des abacs, ça doit être la même chose que l'euro, voilà. Je reviens, j'ai deux questions du coup, parce que quand tu parles, ça m'envoie plein de questions. Tu as distingué ce qui était de l'ordre, comme le CEL, qui était de l'ordre d'une monnaie locale, et ce qui n'est pas d'une monnaie locale, en dehors de la métropole. Est-ce qu'il y a beaucoup de monnaies locales? Alors, des monnaies locales, d'abord... je sais pas, Wallis et Futuna, ou je sais pas, dans tout à fait. Polynésie. Non, mais bon, il y a à peu près 80 monnaies locales. Il y en a dans les territoires d'outre-mer, il y en a un peu partout, et il y en a aussi en dehors de la France, évidemment. Pour bien faire comprendre aux auditeurs et aux auditrices, il y a quel intérêt à faire des monnaies locales? Si on en a déjà une nationale, quel intérêt il y a à avoir une monnaie locale? Alors, l'intérêt d'une monnaie locale, il faut bien le comprendre, et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à saisir, c'est que lorsqu'on utilise une monnaie locale, on va développer l'économie locale. Pourquoi? Parce que cette information dont on parlait tout à l'heure, l'argent, c'est une information. Cette information qui diffuse, elle va être rassemblée auprès d'acteurs militants qui vont
essayer, dans la mesure du possible, de restructurer l'économie locale. Donc, prenons un exemple très clair et très simple. Au Pays Basque, puisque c'est une des monnaies locales les plus importantes, sinon la monnaie locale la plus importante de France, voire d'Europe. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pu observer? Ça a été démontré, il y a des études qui l'ont fait. En fait, les gens, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont remplacé des fournisseurs de matières premières qui étaient situés en dehors du département et en dehors de la monnaie locale par des fournisseurs qui étaient locaux et dans la monnaie locale pour pouvoir mieux faire circuler la monnaie locale, puisque les prestataires, donc les professionnels, j'utilise les deux termes identiques, les professionnels qui utilisent de la monnaie locale, donc ils en reçoivent, ils peuvent être amenés, s'ils en ont trop, parce que ils ont des dépenses à faire, mais ils ne trouvent pas de fournisseurs pour acheter en monnaie locale ce qu'ils ont besoin, ils peuvent reconvertir en euros. Et donc là, à ce moment-là, l'argent s'échappe de nouveau et repart vers la CRO. Pour inciter les gens à aller vers un côté local et vertueux, il y a une taxation. Cet argent est taxé. Et donc, pour le trèfle, c'est 2%. Aux Pays-Bas, c'est 5%. Et donc là, ils sont vraiment motivés pour aller chercher des producteurs locaux. D'un autre côté, ils ont un volume. Ils sont taxés, je ne comprends pas. C'est-à-dire que lorsque tu as des trèfles, imagine que tu es 3000, 4000 trèfles, tu aperçois que tu en gagnes sans arrêt, mais tu voudrais acheter, je ne sais pas, si tu es producteur de bière, tu voudrais acheter ton malt et tu n'as pas de producteur de malt qui accepte les trèfles. Bon, tu te dis à un moment donné, bon, c'est bien, mais j'achète à l'extérieur. J'ai besoin d'acheter, donc je veux transformer mes trèfles en euros. Je ne peux pas me permettre de garder une trésorerie dormante comme ça. C'est normal pour une entreprise. Donc je reconvertis. Et là, la taxe sur 1000 trèfles, tu vas avoir 980 trèfles, 980 euros, et on garde 20 euros, c'est ce qu'on appelle la taxe de reconversion, mais c'est nécessaire pour faire que les gens soient économiquement intéressés à développer l'économie locale. D'accord. Au-delà de dire que ça pourrait être une protection pour l'économie locale, en tout cas c'est un incitateur de fonctionnement d'économie locale. Exactement. Et on peut rajouter, parce qu'il faut quand même le souligner, les gens disent, bon, oui, c'est pas mal, c'est que ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, c'est déjà ça, on va dire. Après, on peut dire que quand même, on a une souveraineté sur l'information qui circule, et ça, c'est un point, mais je pense qu'on y reviendra. Ouais, Par contre, un autre point qui est important pour continuer à parler de la NEF, c'est que la NEF a fait une convention avec les monnaies locales, et elle s'engage à pouvoir faire des prêts aux gens qui viennent, aux professionnels qui viennent par les monnaies locales, par l'intermédiaire des monnaies locales, demander un prêt, et elle est prête à faire des prêts jusqu'à le double du fonds de garantie. C'est-à-dire qu'actuellement, très concrètement, on a 80 000 euros, ce fonds de garantie n'a pas été utilisé par la NEF pour faire des prêts à des professionnels. Si un professionnel vient, un plombier qui a besoin de changer son camion, par exemple, qui aurait besoin de 20 000 euros, 20 000 euros pour changer son camion, c'est tout à fait possible, même si les autres banques le rejettent. La NEF, au moins, étudiera son dossier et essaiera, dans la mesure du possible, de lui fournir cet argent. Et donc, c'est bien une augmentation de la circulation d'argent sur le plan local qui est produite par la monnaie locale, et pas uniquement d'un facteur 1, mais d'un facteur 3. Ouais, et donc, c'est quand même conséquent, parce que c'est quand même l'économie réelle qui, elle, est mieux irriguée, parce que un des problèmes qu'on rencontre dans cette période où l'argent est aspiré par la sphère financière, c'est pas pour rien que les prix des actifs financiers explosent, c'est parce qu'ils pompent cet argent de la sphère réelle, puisque c'est une manière de gagner beaucoup d'argent. Donc là, ça permet de ramener de l'argent, de la circulation financière sur le territoire. D'accord. Et ça, c'est un point très important. Ouais. Et nous sommes, en tout cas dans les monnaies locales, nous sommes convaincus que c'est un point essentiel pour redynamiser la vie locale. Il y a de l'éthique qui est mise en place pour de la vie locale, même si ça fait office un peu de protectionnisme, on pourrait dire que c'est oui, tout à fait. Enfin, c'est une forme de solidarité entre consommateurs et producteurs. Ouais. Et est-ce que les informations qui sont données dans tes dépenses, est-ce qu'elles peuvent fuiter? Parce que c'était un des problèmes que tu soulevais tout à l'heure sur l'argent et les banques
Elle fuite, oui, actuellement. Alors, je parle des banques. Mais dans le trèfle. Fuite, mais dans le trèfle, non. Comment tu fais pour que ça fuite pas? C'est pas compliqué. Tous les gens qui ont la responsabilité de ces informations s'engagent d'un point de vue déontologique à ne pas les vendre, à ne pas les communiquer. Mais si la police y vienne et ils les demandent, les informations? Oui, ils peuvent toujours les demander. Il faudrait qu'ils aient un mandat déjà. Un mandat de justice lié à une affaire qui aurait été... Bon, voilà, à ce moment-là, on serait peut-être amené à les fournir. Je ne sais pas, pour l'instant, le cas ne s'est pas produit. Hein. Mais bon... c'est possible d'avoir quand même les informations. Elles sont stockées quelque part, ces informations. Évidemment. Non seulement elles sont stockées, mais en plus, on peut imaginer une utilisation positive de ces données, mais qui sera faite avec l'accord des adhérents. Et ça fait toute la différence avec une banque où on te communique tes informations à ton insu. Alors effectivement, comme je disais, elles sont anonymisées, etc. Mais enfin, bon, au bout du compte, ça revient à ça. Ces informations sont utilisées à ton insu, sans ton accord pour des prestataires que tu ne connais pas. Par contre, moi j'imagine très bien une volonté justement collective de montrer les interactions qu'il y a et de montrer à tout le monde. Mais ça sera pas l'utilisation positive dont tu parlais. Tout à fait, une utilisation positive un moyen, pour aider notamment à développer l'économie circulaire et que chaque adhérent puisse voir là il y a un blocage, on va peut-être aider, etc. C'est un moyen d'évaluation. Oui. En fait, tous les adhérents sont des banquiers. Mon idéal, ça serait ça, qu'ils aient tous accès à l'information. Alors, après qu'on peut anonymiser, mais en tout cas, voilà, et avoir cette conscience du collectif. Parce que le problème dans notre société, c'est ça, c'est les gens utilisent des outils collectifs. L'argent, c'est un outil collectif par définition, mais ils sont tellement individualisés, anonymisés, qu'ils ont l'impression qu'en fait, ça leur échappe complètement. Et voilà, mais ça échappe pas à tout le monde. Je peux te dire qu'il y a des gens à qui ça échappe pas. Et ceux qui dirigent. Et pour moi, voilà, l'argent citoyen, c'est ça. C'est l'argent où chaque citoyen peut savoir ce qui se passe. C'est le chef, c'est le banquier. Pour moi, ça serait ça l'idéal. On n'en est pas encore là. On a fait déjà des pas dans cette direction, puisque chaque adhérent qui adhère au trèfle, il tape une commande SG, il peut savoir en temps réel le fonds de garantie. Donc l'argent qui est en circulation, ce qui lui donne déjà une idée de l'impact qu'on a sur notre sphère économique et surtout de la progression ou de la régression en fonction des gens qui retirent ou pas. Mais voilà, mais pour nous c'est ça, l'important c'est pas d'avoir une information et de la garder et qu'elle serve à rien, c'est que les adhérents aient cette information et qu'ils s'en servent pour un développement éthique et constructif. Les monnaies locales, c'est un fonctionnement populaire. Enfin, dans l'objectif. Voilà. Pour moi, la première chose, il faut qu'une monnaie soit citoyenne. La monnaie, fondamentalement, c'est un outil qui devrait être citoyen. Il ne l'est pas, mais il devrait l'être. Hein. Et donc, à travers l'expérience de la monnaie locale, on ramène cette idée qui a progressivement, avec le fil du temps, échappé aux gens. Et on leur dit, on a ça, on a toutes ces informations, qu'est-ce qu'on en fait ? Mais décidons ensemble, et voilà. Et bon, à la limite, si tout le monde décidait qu'il faut les vendre au plus offrant pour gagner des sous, pourquoi pas non, mais on est démocratique. Ouais. Je veux dire, c'est les adhérents qui décident. Et la première des choses à faire, c'est que l'association soit démocratique. Et bien qu'elle soit réellement démocratique, que toute personne puisse rentrer dans le bureau, etc. C'est notre cas au trèfle. Je suis désolé. Si on voulait arriver dans un monde de l'idiocratie, on pourrait le faire, parce que la démocratie demanderait l'opinion des gens et on pourrait aller dans l'idiocratie. Ça pourrait être revendu au même titre que maintenant, les informations. On peut tout imaginer, mais voilà. En tout cas, pour moi, cette notion, la monnaie locale, c'est censé être une monnaie citoyenne. Est-ce que les gens vont vérifier, lorsqu'ils adhèrent à une monnaie locale, que l'association est effectivement démocratique ? C'est pas toujours le cas. Moi, je dis, il faut vérifier. Est-ce que l'association a ses statuts qui sont publiés sur son site ? Pour moi, c'est un minimum. Il y a une association qui vendrait, entre guillemets, l'idée d'une monnaie locale qui ne publierait pas ses statuts. Il y a un problème. Tu vas nous faire aller vers la dernière partie de l'émission, mais avant, on va faire une autre petite pause. J'aime bien la musique. Je ne suis pas désolé, je m'en excuse pas. Mais avec un groupe qui s'appelle 8-3, et le titre, c'est La Monnaie. RLP.
Radio libre en Périgord. Opération Get Money, c'est tous les jours de ma vie. Ça même si je sais que ça rend pas heureux, qu'est-ce que tu dis? J'ai besoin de cash, de grosses liasses, de piastres pour être enthousiaste. Je consacre mes actes à flipper le dos comme un gymnaste. Mais parfois j'ai perdu du temps, des mauvais placements. Ça même quand je sais que le temps c'est le meilleur investissement. Comme avant, je rêve grand, un jour ça va arriver. L'argent a peur et fait pas de petit, fait que je lance les dés. Pas toujours la bonne idée, mais de l'argent bien rangé. Ça reste là sans broncher, comme à Vegas, moi je veux doubler. Je suis troublé de pas avoir la main sur des millions. Obsédé, donc plus de vacances, c'est temps que je passe à l'action. Yo, yo, some do it all for the money. Rain, sleet, snow, get the money. Ready, set, go, better run, son, cause time is money. When you say H, the ish, you right on the money. Money, money talks, you can walk about this. Want them to take notice, put your money where your mouth is. And put your actions where your heart is. That's what we do, we're like a beacon in the darkness. Some say money's the root of all evil. Matter of fact, it's the love of it. Now let's get this moolah, this green, this cheddar, this cream. And of course, the fam is tight. We spread the love with the team. À 15 ans, les poches vides, la voyais dans mes rêves. Dans vingtaine, j'en profite, mais la jette par les fenêtres. Dans trentaine, dois choisir, l'esclave c'est moi ou elle. Je veux parler en termes de dividendes et de profit annuel. Des bouches à nourrir, des projets plein la tête. Vivre riche ou mourir, il me faut un plan d'affaires. Chèque ou comptant, langage Jeff Bezos. Livre sterling, euro, dollar, yen, pesos. Investir, encaisser, dormir pire commencer. Argent placé, valeur refinancée. La famille à l'abri, villa à Barcelone. Plus de boss, juste du Armani dans la garde-robe. RLP. Radio libre en Périgord. La monnaie c'est une belle femme qui épouse pas les pauvres. Accrochée à elle, l'argent c'est la nouvelle coke. Abonné à la misère, rêveur devient escroc. Détournement, extorsion, derrière le 1 veut c'est 0. Pot de vin pour les amis du parti. Enveloppe brune pour le boss du quartier. Compte en Suisse pour le chef du cartel. Dans tous les milieux c'est pareil. L'argent domine tout autour de moi, Wu-Tang le savait. Les petits frères apprennent plus vite à compter qu'à lire. Grammes, on sait kilos, les profits sont faciles. Mais les peines sont longues quand dehors la sûreté arrive. Et les traites sont là, les mêmes que t'appelais famille. De retour sur l'alternative. Radio libre sur, en Périgord. Un thème qui est important et urgent de penser, la monnaie, avec notre invité Jean-Paul Quentin qui est co-président du Trèfle, la monnaie locale que nous avons en Dordogne. Tu nous expliquais, Jean-Paul, l'intérêt d'avoir une monnaie locale. Et dans cet intérêt-là, notamment, il y avait une protection pour pouvoir garantir des interactions sur le territoire. Monnaie locale, acheter local, tout ça, c'était cohérent. Est-ce que le Bitcoin, comment on dit d'ailleurs? Bitcoin, les crypto-monnaies d'une manière générale. Crypto-monnaies, oui. Est-ce que ce serait des monnaies locales numérisées ou des monnaies, on va dire, alternatives plutôt? Parce que localement, je ne suis pas sûr. C'est certainement des monnaies alternatives. La difficulté et la problématique des monnaies, c'est pour quel usage et quelle garantie. Ouais. Donc, l'usage pour une monnaie locale, on le comprend. La garantie, c'est l'euro. Pour les crypto-monnaies, c'est déjà plus compliqué et plus risqué. Pourquoi plus risqué? Parce que c'est considéré comme un actif spéculatif, c'est-à-dire que ça vaut ce que ça vaut. D'accord. Ça vaut ce que les gens veulent donner, mais derrière, il n'y a pas une valeur définie, il n'y a pas un avoir, il n'y a pas du pétrole, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de... Oui, il se calque sur quoi? Parce que là, le Trèfle... Sur l'offre et la demande, et on peut avoir des crypto-monnaies qui s'effondrent du jour au lendemain et qui perdent totalement leur valeur, c'est déjà arrivé. Ah ouais? Oui, tout à fait. Donc c'est quoi? C'est un produit d'investissement? Sincèrement, l'intérêt d'une crypto-monnaie, si je devais défendre les crypto-monnaies, c'est si tu as du pétrole de contrebande à vendre, mais pas un peu, pas un réservoir. Si tu as un tanker, là, ça devient intéressant. Parce que tu peux effectivement échapper, mais il faut t'assurer que la crypto-monnaie que tu vas avoir, tu pourras la transformer dans une vraie valeur, quelque chose qui est vraiment utilisable, parce que, voilà. Alors après, les gens vont me dire, oui, mais bon, je connais quelqu'un donc, etc. Alors effectivement, on m'a montré... T'es devenu millionnaire. Alors non, mais on m'a objecté, il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai fait une soirée sur les monnaies et les alternatives. Il y avait une personne qui avait une carte bancaire qui pouvait faire ses achats, je crois qu'elle était lituanienne, et qui était en bitcoin. Alors voilà, Alors j'ai creusé le sujet après avoir été effectivement estomaqué, puisque je disais oui, le problème c'est la liquidité de ces crypto-monnaies, c'est que pour aller faire vos courses, c'est compliqué. Voilà. Et le gars m'a dit, moi je fais mes courses avec ma... Voilà. Cassé
devant tout le monde. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est qu'il y a quand même des frais qui sont importants, des frais bancaires. Parce que c'est quoi? En fait, la crypto-monnaie est considérée comme un actif, c'est les bitcoins en l'occurrence, hein, et toutes les crypto-monnaies ne sont pas des bitcoins, parce que le bitcoin est un peu spécifique quand même. Mais en tout cas, bon voilà, il a acheté ces bitcoins, elles sont détenues entre guillemets par la banque, et la banque, en fonction du cours des bitcoins, lui donne de l'argent qu'il peut retirer en fonction du cours de bitcoin, mais avec des frais bancaires importants. C'est ça que je voulais dire, c'est que je me suis fait payer une transaction de 15 €, qui est l'adhésion au club Mammutux, le club que j'anime aussi, un club informatique. En bitcoin, la personne en valeur a payé 25 francs pour un truc qui valait 15 francs. Voilà. Donc presque 30 à 40% de frais pour une petite transaction. Et c'est logique. Et je peux même dire qu'il n'y aura jamais de crypto-monnaie basée sur les blockchains décentralisées avec des preuves, etc. Enfin bref, ce qu'on appelle des crypto-monnaies un peu élaborées. Pour acheter une baguette de pain, c'est pas possible. C'est que le coût de la transaction est trop élevé. Ah oui, voilà. D'accord. Mais c'est une transaction qui se fait en direct, quasi instantanément. Oui, ça fait de peer-to-peer, avec l'impossibilité, entre guillemets, de l'État d'intervenir sur le système. Après, il peut toujours intervenir sur les individus et bloquer le système. Tout est possible. C'est pour ça, si l'État est vraiment pas content, étant donné que la plupart des gens sont dans un état de droit avec des forces de police et des forces de gendarmerie qui sont capables d'intervenir, le problème il est là. Et c'est pour ça qu'une monnaie, il y a toujours, dans la monnaie, il faut repenser au Moyen-Âge avec les seigneurs et les bastides, on en a en Dordogne. Hein. Donc il y avait la place de marché, les utilisateurs, mais il y avait aussi le seigneur qui battait monnaie, et il y avait aussi les gardes qui faisaient régner la loi et éventuellement qui exécutaient les mauvais payeurs ou les voleurs. Donc, en fait, une monnaie qui a vraiment de la valeur, elle a forcément un État derrière, en tout cas des forces de police, pour faire respecter le droit, parce que, comme je disais au tout début, c'est que souvent, l'argent sert à acheter des titres, et les titres, c'est du droit. Si vous n'avez pas un État pour faire respecter le droit, le titre ne vaut rien. Ouais. Donc, voilà. Donc, le problème des crypto-monnaies, c'est qu'il n'y a pas d'État derrière. Et donc, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'État derrière. Il n'y a pas d'État qui se porte garant. D'accord. Bon, je dis pas ça pour les 108 € que j'ai sur mon compte, mais on pourrait faire de l'évasion fiscale en fait avec les crypto-monnaies. C'est ce qui se fait déjà. D'accord. C'est ce qui se fait déjà. À partir du moment où les gens sont crypto-monnaies, actuellement, c'est clair que les États ne voient plus rien. D'accord. Bon, après... C'est presque assimilé à du banditisme, comme tu me l'expliques. Non, c'est de l'information noire, mais enfin, d'un autre côté, lorsque tu achètes un Rembrandt, si tu as les moyens d'acheter un Rembrandt, et tu veux aller le vendre en Chine, je veux dire, personne, c'est compliqué de te surveiller, c'est ça que je veux dire, ou certains actifs, des trucs, voilà. Bon... Tu fais ce que tu veux de ton argent, une fois que tu l'as acheté et que tu l'as transformé en quelque chose, tu prends le risque. Voilà, si tu trouves quelqu'un qui est prêt à l'acheter, ton actif, voilà. En tout cas, là, c'est des particuliers à particuliers, mais c'est une prise de risque importante. D'accord. Tandis que si tu as de la monnaie qui est garantie par un État ou un titre garanti par un État, on n'est pas du tout dans le même genre de risque. Hein. D'accord. On va revenir sur le trèfle. Oui. Pourquoi ce nom, trèfle ? Alors le trèfle, c'est un peu le clin d'œil à l'argent. Hein. Il faut savoir que dans le jeu de cartes, le trèfle, c'est considéré comme étant de l'argent. Mais aussi le trèfle à 4 feuilles, la chance. Ouais, la chance. Moi, je lisais Picsou Magazine, Gontran trouvait toujours un trèfle à 4 feuilles et gagnait après la loterie. Et bon, si on veut être dans l'écologie, en fait, voilà, un champ, vous avez du trèfle, vous faites paître les vaches, elles vont faire du bon lait, parce que là où il y a du trèfle, l'herbe est grasse, et ça fait penser aussi au cas de Périgord, qui avait été promu par le conseil départemental à une certaine époque, et donc une pétale pour chaque Périgord. Ah, c'est joli ça. Comment on adhère ? Dans l'ordre. Normalement, le trèfle, c'est une adhésion sur des valeurs. Donc vous avez une charte qui est indiquée sur les bulletins d'adhésion, qui rappelle les valeurs, qui sont des choses assez simples, hein, comme quoi on s'engage à acheter local, à valoriser les initiatives qui respectent l'environnement,
Et donc voilà, il faut que vous vous inscriviez dans ces valeurs. Donc voilà, après, une fois que vous avez lu cette charte et que vous êtes d'accord, vous pouvez adhérer. Donc il suffit de remplir un bulletin d'adhésion et de payer 10 €, qui est l'adhésion annuelle pour être adhérent et utiliser le trèfle. Donc vous avez une adhésion annuelle. La première, vous la payez en général en espèces ou par chèque. Et ensuite, vous mettez de l'argent sur votre compte pour pouvoir l'utiliser, parce qu'un compte trèfle qui n'a pas de trèfle, c'est limité. Et la transaction, on fait comment? Tu as un numéro de compte que tu donnes aux gens? Alors, et ils envoient... c'est marqué sur le bulletin d'adhésion. Vous avez la possibilité de faire soit un virement directement à la nef, soit donner de l'argent à un membre du collège, un coprésident, et qui, lui, vous créditera de l'argent que vous lui communiquez et qui, bien entendu, la remettra très, très vite sur le livret nef. Donc, si je 10 veux payer, €. Alors ça, c'est pour les particuliers. Je peux me permettre quand même de dire qu'il y a le professionnel à qui, si on veut avoir la possibilité de reconvertir, et c'est le cas de certains professionnels, notamment des gens qui ont des épiceries, ils sont quasiment condamnés à reconvertir de temps en temps. Eh bien, c'est 25 € par an. Là, vous êtes considéré comme prestataire professionnel et vous avez le droit de reconvertir. Et sinon, on propose aussi une adhésion à 5 € pour les associations. D'accord. On souhaitait vraiment que le tissu associatif s'empare du trèfle. Et on peut dire que le pari est gagné, dans le sens où on a quand même pas mal d'associations qui ont adhéré au trèfle. Et voilà, notamment des gens comme le Monde dans mon village, qui fait des spectacles régulièrement. Voilà, lorsqu'il fait des spectacles, sur toutes les affiches, vous avez le logo du trèfle, qui veut dire que vous pouvez aller au spectacle, payer votre entrée en trèfle. Donc sur le site, on peut trouver les lieux où on peut dépenser. Oui, alors ça, c'est la base, effectivement. Sur le site trèflerie.fr, vous avez la cartographie avec tous les prestataires. Et lorsque vous adhérez au trèfle, vous avez un compte, on va vous créer comme un compte en banque, sauf que ce n'est pas la banque. L'argent vous appartient et, je le répète, il restera à vous. Il n'y a pas de taxe. À part l'adhésion, il n'y a pas de taxe en plus. Voilà. Donc oui, ce que je disais, c'est que vous avez un compte et tous les mois, vous recevez votre relevé de compte comme à la banque par mail. Vous recevez un mail avec toutes vos opérations que vous avez faites pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Normalement, il n'y a pas de problème, évidemment. Les comptes sont justes parce que l'ordinateur s'est bien calculé. Et vous avez en plus mise à jour la liste des professionnels qui est mise à jour en permanence. Ouais, chez qui on peut dépenser. Vous avez le numéro de téléphone, l'adresse mail, le contact pour que voilà. Mais vous n'avez pas que des professionnels, vous avez aussi vous n'avez pas que les professionnels auxquels on pense. Vous avez des thérapeutes, vous avez de tout. Oui, il n'y a pas que de l'alimentaire dedans ou des travaux. Il y a de tout, il y a de tout. Et majoritairement pour le moment là, c'est plus des producteurs. Des producteurs. Ouais. Et on est plus au nord ou au sud de la Dordogne, ou c'est réparti? On est plutôt au nord de la Dordogne. Non, je ne sais pas si c'est le trèfle qui nous a porté chance à ce niveau-là, mais en tout cas, on est plutôt tourné vers le Périgord vert pour l'instant. Le Périgord vert est bien développé. Le reste est... Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est le coin un peu alternatif de Dordogne. C'est surtout qu'on a une coprésidente qui était notre trésorière, qui fait les marchés et qui fait la promotion du trèfle. Et il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres qui font la promotion du trèfle. Et donc être sur les marchés en permanence, c'est un signe, ça rassure les gens qui sont eux-mêmes sur les marchés et ça donne une forme de lisibilité. Il faut quand même rappeler que on est là depuis 7 ans et donc lorsque vous avez une personne, les Périgourdins sont prudents pour être gentils. Il faut qu'ils voient les gens 1 an, 2 ans et au bout de 2 ans ils se disent on peut peut-être lui faire confiance. Donc voilà. On peut donc te contacter ou contacter le trèfle à contact@trèflerie.fr pour poser toutes les questions qu'on veut. Tout à fait. Est-ce que toi, tu as des livres ou des podcasts où on pourrait avoir des informations sur ce que sont les monnaies locales ou différents types de monnaies ou de la compréhension autour de ce qu'est l'argent, la monnaie? Nous, on a essayé de faire quelque chose. Sur Telegram, on a un site Alternative Monnaie qui est plutôt un lieu d'échange, on va dire, où on permet un peu à tout le monde... Ah, c'est le trèfle qui a mis en place sur Telegram Alternative Monnaie? C'est moi. Ah ouais? Oui, d'accord. Oui.
Oui, c'est moi. D'accord. Ah, je pensais que c'était une entité complètement à part. Différente. Non, c'est moi. C'est moi qui suis propriétaire du groupe parce que je pensais que c'était intéressant de stimuler la réflexion et que la monnaie locale ne soit pas cantonnée uniquement à la monnaie locale et qu'on rassemble les gens qui ont développé la June, qui développent les selles, le jeu. Et voilà, et les gens qui sont intéressés par les crypto-monnaies, ça me semblait très intéressant de les faire se rencontrer, et surtout qu'on partage des informations qui ne sont pas toujours faciles à trouver sur les médias mainstream, comme on dit, sur ce qui se passe sur le plan économique, les nouvelles avancées. Bon, voilà, il y a des choses qui sont très importantes. Moi, je trouve que c'est intéressant ces informations-là parce que de l'extérieur, on pourrait se dire que c'est un petit peu comme une mode, alors que pas du tout, c'est très politisé. Hein. C'est politisé au sens noble du terme, dans le sens où il y a une vraie posture d'implication citoyenne, de compréhension de ce qui se passe. C'est vraiment très politisé. Et je le dis, c'est pas forcément des pensées que de gauche, parce que l'économie n'appartient pas à gauche. Il y a des gens de droite. Il y a aussi un souverainisme et aussi une écologie de droite. Rien que le protectionnisme, déjà, on le retrouvait déjà plus tôt. De toute façon, sincèrement, on essaye d'être apolitique, hein, ou en tout cas de regrouper tout le monde et de rejeter personne. Bon, c'est vrai qu'on a nos valeurs et on les met bien en avant, mais c'est vrai que le développement de la vie économique, qui est-ce qui peut être contre ? J'imagine si le ministre de l'économie, il doit se poser des questions, mais il ne va pas toujours dans ce sens-là. Alors, le problème, c'est qu'actuellement, on a quand même des blocages au niveau du gouvernement. Hein, il faut être clair. Hein, on a des blocages au niveau du gouvernement. Et c'est marrant parce que c'est pas la loi, hein, c'est l'interprétation de la loi. C'est-à-dire qu'en fait, le ministère de Bercy fait pression sur les collectivités locales pour leur interdire, grosso modo, l'utilisation des monnaies locales. Ouais. Hein, soyons clairs. Alors, on arrive à contourner ça, c'est compliqué. Mais le verrou, ce serait ça serait débloquer le verrou. Alors, c'est aussi une question de contrôle. Je pense que si le trèfle n'aurait pas trop de problèmes, parce que c'est une monnaie numérique, ce qu'ils ne voulaient pas, c'est les espèces. En fait, ils ont refusé. Dans une mairie, tu ne peux pas payer avec des espèces. La mairie n'accepte pas les espèces. Or, sur les 80 monnaies locales, on est la seule qui n'a pas de billets. Toutes les autres ont des billets, ont le double, la plupart maintenant ont le double système, paiement numérique et paiement billets, parce qu'ils sont aperçus que de toute façon les professionnels, assez vite les billets c'était trop lourd au niveau logistique. Donc pour les gros paiements, c'était compliqué. Il faut avoir une presse, il faut avoir... non mais ça, l'impression, c'est l'association qui s'en gère. Le coût est, il faut des papiers spéciaux, bref. C'est que vous imaginez les Biocop. Bon, on a 2 000, 3 000, 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Allez chercher ça. Et la plupart des monnaies locales, il n'y a pas de pièces. Hein. Donc, c'est des billets d'1 euro. Vous avez même des fois des billets de 50 centimes. Donc, imaginez la quantité de billets que ça doit générer. Il faut les compter. Donc, le sac à dos pour une baguette. Donc l'intérêt du trèfle, c'est qu'on a tout de suite fait la croix là-dessus, parce qu'on n'avait pas les moyens d'imprimer des billets au début. Maintenant, on aurait les moyens, mais on a vu la difficulté que ça représentait. Et une fois que les professionnels ont pris le coup, ils ne veulent plus revenir au billet. Ok. Merci à toi de nous avoir éclairé sur les monnaies locales et sur l'économie en règle générale, sur comment est traité notre argent, ce à quoi il sert, ce qu'il est. C'est presque un nouvel ami, j'ai l'impression, quand je viens de te discuter avec toi, j'ai l'impression que c'est une personne à part entière, qui a des informations sur moi et qui pourrait être quelqu'un avec qui je pourrais parler presque, de mes envies et de mes craintes. Merci pour tout ça, pour toutes ces infos. Alors, je te remets le bulletin d'adhésion. Hop, c'est symbolique de le faire dans l'émission, mais je pense que, comme le colibri, chacun peut avoir sa petite part. Tout à fait, merci beaucoup. Merci pour toutes tes infos. J'espère que ça va continuer longtemps. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les renvoyer à Jean-Paul. Sinon, vous pouvez passer par RLP. Donc, c'est contact@radiolibreempérigord.com. Voilà. Sinon, Jean-Paul pourra vous répondre très précisément. Il vous renverra probablement vers un numéro de téléphone. Mais j'espère que ça a été clair pour vous, que vous avez compris l'intérêt et l'influence que ça peut avoir, cette petite monnaie locale, le trèfle. À l'avenir, pensez-y. Au revoir Jean-Paul. À une prochaine. Au revoir. Merci à toi d'avoir été présent. Au revoir à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité. À bientôt. Radio Libre en Périgord. L'alternative, c'est pas
pas malin. C'est la nuit noire ou le matin, le chant du vent ou le fracas des rues défilent abrutis. C'est de l'air pur à satiété ou des poumons archi-troués. Et nous là-dedans